Bien le bonjour, bien le bonjour. Nidal, bonjour. Elmer, bonjour. Avec un petit peu de retard. Basma, Véronique, bien le bonjour. Néléa, bonjour. Nadia, bonsoir. Bibi chérie, bonsoir. Annie, bien le bonsoir. Comment ça va? Nathalie, Taous, Laetitia, vous avez eu peur. Sabrina, bonsoir. Catherine, bien le bonsoir. Raja, bonsoir. Et Luciole, bien le bonsoir. Martine, bonsoir. Véro, Camille, Sylvie, Valérie, bonsoir. Abderrahim, bonsoir. Demresh, Michel, bonjour, bonsoir. Carlos, bonsoir. Charazade, Erika, Anne, David, bonsoir. Fabienne, ça va bien, merci. Farida, Estelle, bonsoir. Sergio et Jalila, Soanels, Hakim, Muriel, Tonia, Delphine, bonsoir tout le monde. Bouchra, bonsoir. Liliane, donc vous voyez, nous sommes nombreux encore ce soir. Elmer, peur de ne pas avoir la connexion. Juanita, bonsoir. Maria, bonsoir. Toufik, Johanna, Sylvie, bonsoir. Pierre, comment allez-vous Pierre? Bonsoir. Fifi, bonsoir. Smilika, bonsoir. Josie, bonsoir. Donc nous sommes arrivés au rendez-vous. Juliette, vous comme moi, on est nombreux aujourd'hui, donc le sujet est intéressant. Claudette, bonsoir. Elodie, bonsoir. Donc c'est un sujet effectivement qui nous intéresse tous. Chantal, bonsoir. Jelena, bonsoir. Oui, c'est un sujet qui nous intéresse tous, puisqu'on en parle beaucoup, c'est très à la mode. Aujourd'hui, la dépression, c'est devenu quelque chose de très à la mode. Donc, malheureusement, on va dire, malheureusement. Kader, comment allez-vous Kader? Donc, je vais regarder, attendez, pardon, hop. Armand, bonsoir. Donc oui, aujourd'hui, donc nous sommes dans cet espace de psychanalyse pour tous. Une nouvelle fois, notre rendez-vous du mardi à 21h. Bénice, bonsoir. Notre rendez-vous du mardi. Mardi, Soumeya, bonsoir. Mardi 21h. Donc aujourd'hui, nous nous sommes proposés de parler suivant les indications de Martine qui nous a proposé de travailler le sujet de la dépression. D'accord? La dépression, puisque c'est quelque chose, effectivement, qui nous touche tous. Hein? Qui nous touche tous. Doudou, bonsoir. Donc, Jugurta, bonsoir. Samy, bonsoir. Donc, quand on parle de dépression, donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero à Madrid. Donc Fabienne demande s'il s'agit d'un mode ou d'un signe d'un malaise. Oui, effectivement. Et c'est le résultat, non, on va dire c'est le résultat, donc on va voir, c'est le résultat d'une situation sociale, non, c'est le résultat d'une situation sociale que le dépressif, on va dire d'une certaine façon, n'est pas le seul responsable. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui et qui est très intéressant, c'est de voir un petit peu ce qui se passe dans notre Marianne, Manuel, Jean-Loup, bonsoir, Antoine, alors, attendez, ici ça s'est passé, Mofida, bonsoir, donc que nous allons voir quand on parle donc en psychanalyse de dépression, non, on va pas le comparer à ce phénomène, on va dire, qui apparaît dans la médecine, hein, malaise dans la civilisation. Bon, malaise dans la civilisation,
allez, c'est pas exactement malaise dans la civilisation. Non, c'est le résultat, on va dire, parce que c'est le résultat aussi d'une époque. Non, c'est le résultat d'une époque qui, d'une certaine façon, nous permet de nous réfugier dans ce type, parce que c'est une sorte de refuge. Non, la maladie, c'est une sorte de refuge pour le sujet. Donc, et la dépression aussi. Mais nous, on va s'intéresser principalement aujourd'hui, on va essayer de parler de la dépression, c'est-à-dire de parler de ce qui se passe dans notre appareil psychique, justement, lors de ces états dépressifs dont va souffrir le sujet. Donc, aujourd'hui, la dépression est-elle décompensation? Pardon, la décompensation, ce n'est pas un terme de la psychanalyse, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ce que vous entendez, Vanny, par décompensation. Bonsoir Audrey, bienvenue. Donc on va déjà montrer un petit peu comment la psychanalyse définit l'état de la dépression, le dépressif caractéristique, on va dire. Parce que après on va voir que d'une certaine façon, nous avons tous des traits dépressifs. D'accord? Marie-Laure, bonsoir. Khadija, bonsoir. Donc, on va commencer par faire une description d'une dépression grave. Donc, la dépression se caractérise psychiquement, on va dire, par un état d'âme douloureux. La dépression, c'est une maladie qui est très douloureuse. Ça va se manifester... Bon, on va voir Delphine, on va voir. Sonia, bonsoir. Donc, on va voir qu'il s'agit, premièrement, on va pouvoir détecter un petit peu Juan José, bonsoir, les dépressifs qui nous entourent d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'intérêt pour le monde extérieur. Et on va dire, d'un certain niveau, nous avons tous un petit peu, non, ce trait caractéristique où certaines fois, nous disons, je ferme la porte, je m'enferme chez moi, je ne veux plus rien savoir. Brigitte, bonsoir. Donc, un manque d'intérêt pour le monde extérieur. On va parler aussi d'une perte de capacité d'aimer, donc qui est tout à fait caractéristique de la dépression. Et ensuite, on va parler de multiples inhibitions de la fonction. D'accord? De la fonction. Abderrahim nous dit que c'est une maladie du narcissisme. Oui, on dit que la cigarette et surtout le cannabis sont de très bons antidépresseurs. Est-ce que c'est vrai? Moi, je pense que le très bon antidépresseur, c'est la psychanalyse. D'accord? Puisque c'est une chose où on va dire, là, ce qu'on va voir dans Bonsoir Nora du Liban, Yana, bonsoir. Ce qu'on va voir ici, c'est qu'il s'agit, quand on parle d'inhibition de toutes les fonctions, par exemple, la difficulté, non, chez les personnes qui souffrent d'insomnie. Non, c'est la fonction du dormir qui a été perturbée, Tala. D'accord? Par exemple. Ou certains phénomènes dans l'alimentation. Laura, Julienne, bonsoir. Non? Et aussi une diminution de l'amour-propre. Donc cette diminution de l'amour-propre se traduit en général en reproche et en accusation continue que le patient s'adresse à lui-même. Donc il se critique constamment. Non? Il se critique constamment et qui peut même arriver à des situations où en fait il va de tellement se critiquer qu'il va se mettre dans des situations pour obtenir une punition. C'est-à-dire que qu'il mérite une punition puisque il est dans une situation, Simona, bonsoir, dans une situation qui mérite la punition selon lui. Non, sa façon de se voir lui-même. Donc, c'est pas obligatoirement la façon dont tout le monde va le voir, mais lui, il peut se voir de cette façon-là. Donc, on va voir aussi que la dépression présente diverses formes cliniques, non? Et qui ne vont pas être réduites donc à une seule manière. Sinon, c'est pour ça qu'on dit que la dépression, c'est une maladie sans visage, c'est-à-dire la dépression, c'est est-ce que la dépression est une conséquence d'une perte? Oui, la dépression est la conséquence d'une perte. Mais perte, vous voyez, nous avons tous et nous avons tout le temps. Non, on va dire que nous allons perdre, parce que la perte, c'est quelque chose, non, nous allons perdre celle que nous avons été hier. Non, la personne que nous étions hier, nous devons l'abandonner parce que pour être une nouvelle personne aujourd'hui. Non.
Donc la dépression, une manifestation, Antoine, une manifestation de la dépression, c'est l'arrêt des intérêts du monde extérieur. Esther, bonsoir. Donc, et qui vont avoir des conséquences, donc ils peuvent avoir des conséquences, cette dépression peut évidemment avoir des conséquences sur des affections somatiques, non? Donc, somatiques ou psychiques. Donc, par exemple, lors d'un déracinement, dit Louise, non? C'est-à-dire la perte avec l'exil, par exemple. Est-ce que ça touche aussi les enfants? Alors, quand on parle d'enfants, on parle de quel âge? Mais oui, les jeunes peuvent être touchés par la dépression. Donc, on va dire que la dépression, elle va se manifester. Donc, Noura demande si fumer du cannabis peut-il produire de l'anxiété ou de la dépression? Si le cannabis produit de l'anxiété ou de la dépression, c'est parce que le sujet déjà, a priori, il est déjà dans une position anxieuse et il est déjà enclin, on va dire, à avoir une attitude dépressive vis-à-vis, non, de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a une grande baisse, non, une grande baisse des possibilités du sujet. Donc ensuite on parle de la durée de la dépression qui peut être longue ou courte. Bon là je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Nina, bonsoir. Donc moi je vais continuer un petit peu avec le travail que j'ai préparé donc pour ce soir. Et donc on va voir qu'il y a des résultats. Donc c'est ce qu'on est en train de voir, mais comment reconnaître une personne dépressive, non? C'est ce qu'on voit un petit peu. Donc la dépression peut se manifester donc principalement par des douleurs corporelles, des douleurs thoraciques, ostéo-articulaires, des altérations du rythme intestinal et qui peut aussi provoquer des grosses migraines, non? Bueno, la dépression chez les petits nourrissons, ce n'est pas une dépression, non? On va dire que jusqu'à un certain âge, les enfants ne sont pas indépendants des parents. Donc il faut étudier chez les enfants, quand il y a des enfants, des jeunes, des nourrissons surtout, ou des jeunes enfants, voir un petit peu ce qui est arrivé aux parents. Il faut s'occuper des parents et non pas tant des jeunes enfants. Les jeunes enfants sont le résultat des parents. Pourquoi les généralistes prescrivent-ils tous des antidépresseurs? Parce que, Isabelle, ils ne savent pas, non, comment faire pour faire face à la dépression. Donc ils utilisent les antidépresseurs. C'est le seul instrument qu'ils ont, non, pour faire face à cette douleur que le patient présente. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va dire que le diagnostic, non, de la dépression est quelque chose qui n'est pas facile à réaliser, dans le sens où la dépression, elle se présente très souvent comme masquée, non? Surtout quand il s'agit d'une dépression anxieuse, c'est-à-dire que c'est une grande souffrance. Et une autre chose, non? Donc comme on disait, une chose c'est la dépression, quand on dit qu'elle est difficile à diagnostiquer, on va voir qu'en psychanalyse, on va pas s'occuper de chercher le diagnostic, non? Rappelons-nous que c'est pas l'objectif de la psychanalyse de mettre une étiquette sur la situation du patient, puisqu'on va considérer tous les patients. Simplement, un patient qui vient en psychanalyse, c'est Corinne, bonsoir. Un patient qui se présente en psychanalyse, c'est un patient. On ne va pas lui mettre des étiquettes. Sinon, qu'on va l'écouter comme traiter la dépression par la psychanalyse. Bon, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, comme on dit, nous n'avons pas de meilleur instrument pour traiter la dépression. Donc, mais c'est quelque chose qui est à long terme, non? Obligatoirement, c'est quelque chose qui se fait à long terme. Corinne dit, les troubles du sommeil sont un signe. Pas obligatoirement, non? Ça va dire pas, c'est pas que je souffre d'insomnie alors je suis dépressif, non? Mais sinon que, on va voir que c'est pour ça que c'est une maladie masquée qu'il va falloir étudier, qu'il va falloir non, Antoine, il n'y a pas de relation entre la dépression et les hormones. Il peut y avoir des dépressions, donc au moment de la ménopause pour certaines femmes, par exemple, non, mais ce n'est pas à cause des hormones, sinon que c'est à cause, on va dire, de ce chemin, non, ce chemin qui s'avance. On va dire, on peut parler de le chemin qui va nous conduire à la vieillesse. Donc c'est plutôt ça qui va perturber et qui va pouvoir, qui peut provoquer chez certaines personnes des états dépressifs. Donc, comme le disait je ne sais plus qui, on va voir que la dépression se produit toujours face à une perte. Mais quand on dit une perte, il ne s'agit pas de n'importe quelle perte. Mais en même temps, il peut s'agir de n'importe quelle perte. D'accord? Donc la thyroïde n'a rien à voir avec la dépression.
D'accord? Bueno, je ne sais pas, Bénice, vous avez un petit peu raison, dans le sens où il y a le système immunitaire qui est touché. Quand le système immunitaire il est touché, donc ça peut être en relation donc justement avec un système immunitaire un peu déprimé. Et donc un système immunitaire qui est déprimé va laisser place, non, à certaines manifestations donc somatiques. Peut-on se remettre? Alors, peut-on se remettre seul d'une dépression si l'on est assez fort? Alors, on va voir après qu'est-ce que ça veut dire se remettre. Alors, attendez, quelles peuvent être les raisons de la dépression? Vous nous aviez parlé de la perte, parce qu'il aurait difficile d'orienter vers la psychanalyste, par méconnaissance des effets de la psychanalyse. Oui, c'est pour ça qu'il faut diffuser, non? La psychanalyse, on diffuse, on va dire, un petit peu les découvertes que la psychanalyse a réalisées pour pouvoir informer, non? C'est le rôle des psychanalystes, puisque c'est à eux, c'est les mieux placés, on va dire, pour pouvoir diffuser ces informations. Est-ce qu'elle peut être accompagnée d'un délire de persécution? Oui, mais ça n'a rien à voir, ça c'est une autre chose, non? La perte de quoi? D'accord, ok, donc on va voir la perte de quoi. Donc on va parler par exemple, la perte, on peut parler par exemple d'un être aimé, non? La perte d'un être aimé. En psychanalyse, on va faire référence, on va parler de sujet, non? Il y a le sujet, et le sujet, il est en relation avec des objets. On va parler de sujet et des objets. Et on parle, pour pas mettre de nom, on va pas mettre des noms en disant, non, donc pour simplifier, parce que quand on parle de sujet, c'est un sujet de la psychanalyse. Sujet de la psychanalyse, c'est-à-dire un sujet étudié par la psychanalyse. D'accord? Dans le sens, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas exactement d'une personne. Et donc Nina dit que avec des antidépresseurs et que les anxiolytiques et les antidépresseurs, non, ne la soignent pas. Donc, on va voir que quand on parle de sujet et d'objet dans notre appareil, non? C'est-à-dire que dans notre appareil psychique, on n'est pas tout seul. On n'est jamais tout seul. D'accord? C'est-à-dire que le sujet est toujours en relation avec d'autres choses. L'important, c'est la reconstruction. Est-ce que cela, la résilience? Donc, la reconstruction. Non, il n'y a pas de reconstruction à la rigueur, il y a une construction. Il n'y a pas de reconstruction. Et donc quand on va parler de cet objet, donc cet objet perdu, en fait pour expliquer le phénomène qui est très intéressant, c'est que dans l'appareil psychique, quand on parle de libido, la libido c'est cette énergie qui va nous mettre en relation avec les autres. D'accord? C'est une énergie. Donc quand il y a quelqu'un qui m'intéresse, ben mon énergie, elle a touché cette personne d'une certaine façon. D'accord? Donc c'est-à-dire où les gens qui m'intéressent pour quelle que soit la raison, parce que je les aime ou parce que je les déteste, je veux dire, non, que ce n'est pas obligatoirement quelque chose ou parce que je les désire ou je les désire pas, non, c'est-à-dire que ce qui m'est vraiment indifférent, c'est ce qui n'a pas été touché par ma libido. Si ça a été touché par, c'est le sujet de l'inconscient, c'est le sujet de l'inconscient. Pas tout à fait. Mais ce qui a été touché par la libido, on va dire, donc on voit que ça ne m'est pas indifférent. Et tout ça pour parler de cette libido qui est une énergie qui doit être mobile. C'est-à-dire qu'elle va, non, comme maintenant je suis avec vous, donc toute ma libido, elle est dans cette relation que j'ai ici avec vous. Mais après, je dois récupérer à la fin, non, de notre rencontre, je dois récupérer cette libido pour pouvoir l'utiliser à autre chose. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la mobilité de la libido. Et c'est donc tous les êtres humains, nous avons cette possibilité d'avoir ce mouvement libidinal qu'on appelle, d'accord, qui va et vient sur les objets et qui revient toujours sur le moi et qui repart. Par exemple, quand on dort, toute notre énergie est sur le moi et on va fabriquer le rêve, d'accord, par exemple. Donc, c'est comme ça que nous sommes en relation avec les autres. Donc quand on dit que la dépression, il a perdu cet intérêt pour l'extérieur, c'est-à-dire que son énergie, elle s'est détachée des objets extérieurs. D'accord? C'est-à-dire que toute l'énergie, elle est dans le moi. Alors, ce qu'on va voir, c'est que quand on perd, donc, quand on perd un être aimé, par exemple, non, est-ce que la cause de la dépression est multifactorielle? Non, pas exactement. Non, on parle d'une perte. Alors, la particularité de la dépression, c'est que quand on parle par exemple de la perte d'un être aimé, on ne sait pas exactement à quoi ça fait référence. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a perdu telle personne. Non, il y a un de nos proches
qui vient de décéder, donc on sait que par cette relation, donc cette libido qui avait l'habitude d'aller, non, à chaque fois à cette rencontre, ben, elle se retrouve que où est-ce qu'elle va maintenant? Cette personne a disparu, où est-ce qu'elle va? Donc il va falloir, non, retirer la libido pour la remettre sur un autre objet. Et ça, c'est la possibilité qu'a la libido. Et donc dans la dépression, ce qu'on va voir, c'est que cette libido qui était donc mise dans cet objet, non, qui avait de l'intérêt pour le sujet, donc, et va se retourner sur le moi. Et elle ne va pas repartir. Et c'est ça qui va provoquer, on va dire, parce que quand on parle de perte, non, par exemple, perte d'un proche, on va dire, donc il y a ce mouvement libidinal qui va être fait, mais il y a aussi un moment, la dépression, ça va être la position de la maladie, mais face à la mort d'un proche, on va dire, nous ne tombons pas tous malades. Donc pourquoi? Parce que pour chacun d'entre nous, il va y avoir un travail qui va s'effectuer dans l'appareil psychique qui s'appelle le deuil, que tout le monde connaît. Le deuil, c'est cette période, on va dire, où justement le sujet va petit à petit retirer, non, c'est le travail de retrait de la libido de cette personne qui n'existe plus pour pouvoir la mettre ailleurs. Il faut qu'il la remette ailleurs. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le travail de deuil. Pour la dépression, la libido, elle va pas repartir. La libido, elle va rester dans le moi. D'accord? Donc, ce qui se passe quand on parle d'une dépression, parce que tous les gens qui souffrent de dépression, ils n'ont pas identifié en disant non, il n'y a pas eu de décès près de, non, il n'y a pas eu de, donc. Et donc, on va voir que non seulement quand on parle de perte, des fois, c'est pas obligatoirement, effectivement, une personne. Ça peut être un idéal. Et c'est pour ça qu'on va dire, Fabienne, qu'il s'agit d'un problème social, dans le sens où aujourd'hui, la société souffre d'un grand manque d'idéal. Nous n'avons plus d'idéaux dans la société actuelle. D'accord? C'est-à-dire que les idéaux que nous avons, à la rigueur, ce sont des idéaux un peu individualistes, non? Pour dire, bon, alors, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vais faire ça, donc, non, je suis enthousiaste avec le projet que j'ai, mais c'est quelque chose de personnel. C'est pas quelque chose de social. Non, il y a eu, au 19e siècle, des mouvements sociaux auxquels l'être humain de l'époque a cru, et qui a cru que oui, c'était possible, et il n'y a eu que des exceptions. En fait, les projets de modification, bonsoir René, la dépression qui relève de la névrose. Donc, la dépression, ça fait partie des névroses, non? Donc, on va dire qu'il y a donc un problème aussi avec la perte de l'idéal. Et la perte de l'idéal, ça veut dire, je pensais que l'amour, c'était telle chose. Je pensais que si je partais de chez mes parents et que je me mariais, j'allais trouver enfin telle chose. Et en fait, c'était faux. J'arrive pas à le retrouver, j'arrive pas à le trouver. C'est-à-dire que je m'étais trompée, que mon idéal, c'était vraiment un idéal, ça n'existe pas dans la réalité. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir la possibilité, Cédric, bonsoir. Maria, comment en analyse permet d'accompagner le sujet à faire redémarrer sa libido? Avec la parole, Maria, avec la possibilité de parler. D'accord? C'est-à-dire que parler, c'est être en relation avec l'autre. D'accord? Donc, ça, c'est déjà un premier travail, mais ce ne sera pas le seul. Non, ce ne sera pas le seul. Donc, quand on parle de perte, on va dire, Linda, bonsoir. Merci, bonsoir. Et donc, quand on parle de perte, c'est de l'introjection de l'énergie qui allait au dehors et qui se retourne vers le dedans. Exactement, Vanille. D'accord? C'est-à-dire qu'il se retourne dans le moi. Donc, cette énergie. Non? C'est-à-dire que, comme l'objet qui m'intéressait n'est plus là, qu'est-ce que je fais? Je récupère toute cette énergie, d'accord, et je me renferme, on va dire, d'une certaine façon. Bon, on va voir ce dont il s'agit. Donc, on peut avoir perdu un idéal, on peut avoir perdu, non, on peut perdre une idée, non, mais que tout ça, c'est quelque chose d'inconscient. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, mon ami Pépito est mort, mais je sais pas exactement ce que j'ai perdu avec la mort de Pépito. C'est-à-dire qu'il y a un personnage de ma vie qui est décédé, et je ne sais pas pourquoi je suis si triste. Non, même si c'était un personnage important de ma vie, parce que je ne sais pas ce que j'ai perdu avec lui. Je ne sais pas ce que lui, il signifiait exactement dans ma vie. Je pouvais avoir des idées, mais je ne sais pas exactement ce que ça signifiait dans ma vie. C'est pour ça qu'on va parler de cette chose inconsciente qui est en jeu, non? C'est-à-dire quelque chose qui
sans la psychanalyse, non? Et grâce à Freud, nous avons pu découvrir réellement ce qui se passait au niveau psychique. D'accord? C'est-à-dire que le sujet ne sait pas ce qu'il a perdu. Non? Il ne sait pas que ce qu'il a perdu. Donc, une dépression maltraitée peut-elle se transformer en mélancolie? Ben, la dépression et la mélancolie, c'est pratiquement la même chose. D'accord? Et on va voir que, évidemment, donc comme on disait, toute perte d'objet ne produit pas une dépression. Non, il y a la réaction donc normale face à la perte. Normale, c'est-à-dire où le sujet va pouvoir continuer à vivre. Les idéaux sont porteurs de vie. Oui, Vanille. Bonsoir. Donc, que les pertes donc dans notre vie, ça va être quelque chose qui va nous arriver tout le temps, Laurence. Et quand on se sent usé, fatigué, on a trop donné, c'est la dépression. Et non, ça fait pas partie de la liste non, c'est la perte, c'est la perte. On se sépare de quelqu'un, mais on perd quelque chose. Exactement, se séparer, les divorces, les séparations, non, ça fait partie aussi d'une certaine perte. Mais on sait jamais exactement ce qu'on a perdu. Non, ça c'est important aussi. Combien de temps peut durer une dépression? Ben, ça peut durer toute la vie, Hamid. Et ah non, dépression et mélancolie sont différentes. D'accord, Corinne. Bon, alors, donc on va voir, par exemple, dans notre appareil psychique, il y a deux mécanismes qui se mettent en marche. Donc, comme je disais, donc ce mécanisme de la libido, non, par exemple, qui va me mettre la dépression suite à un acte de violence. Qu'est-ce qui se perd? Confiance, sécurité? Ben, il faut écouter le patient, André. Non? C'est le patient, c'est écouter l'autre qui va nous donner les informations. Ce qui est porteur de vie, c'est le désir. L'idéal, à mon avis, sûrement pas. Mais ça dépend de quel idéal on parle. Non? Parce que là, on faisait référence aux idéaux sociaux, aux idéaux de la société, où il y a des projets sociaux qui nous donnent envie, non? Qu'aujourd'hui, on va dire, nous vivons dans un monde de merde. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'idéaux. Non? Que c'est très difficile de trouver que chaque personne, bon après il y en a certains qui arrivent à trouver, non, à se faire, non, un petit groupe, donc dans cette situation, non, donc pour essayer de trouver un idéal. René, vous parlez d'un idéal du sujet, de cet idéal du moi par exemple, non, et cet idéal du moi, ça n'a strictement rien à voir. Donc non, il faut avoir des utopies dans ce sens-là. Non, il faut avoir des rêves, il faut avoir des utopies, il faut avoir envie de construire une nouvelle société, de participer à des choses, mais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très difficile. Non. Bonsoir, Jazz. Le burn-out n'est pas une dépression. Ça dépend du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, burn-out? Qu'est-ce que c'est que ce terme? Un terme anglais, non? Donc aujourd'hui très à la mode. Est-ce qu'il y a une perte structurelle qui date de l'enfance? Non, on va voir qu'il ne s'agit pas exactement d'une perte structurelle de l'enfance. Donc, je continue. Donc, je voulais expliquer ces deux mécanismes qui ont lieu donc dans la formation du sujet, parce que quand le bébé est né, il ne sait même pas qu'il existe. D'accord? Donc, on va voir qu'il va y avoir pour la formation du sujet deux mécanismes qui vont être utilisés. Il y a le mécanisme de l'identification et il y a le mécanisme du choix d'objet. D'accord? Bien sûr, Esther, ça c'est le travail, mais c'est un travail qui doit être fait, c'est un travail psychique. D'accord? C'est-à-dire que donc Sandra dit que elle a vécu plusieurs pertes et que c'est pas évident. Donc on va voir que ce qui se passe dans l'appareil psychique, non, pas exactement parce que ce qui se passe dans l'appareil psychique va avoir des conséquences dans notre vie quotidienne, bien évidemment, non. Donc, on va voir que l'identification, non, donc les premières identifications qui vont se faire pour le sujet, ce sont des identifications qui vont se faire qui vont utiliser les parents, non, pour s'identifier. Et l'identification, donc on va dire, c'est, pour résumer, c'est un processus qui dit « je veux être comme lui ». D'accord? Donc je vais m'identifier à lui. Pas complètement, pas sur tout le personnage, sur un trait, deux traits, des choses particulières. Donc jamais de façon générale. Non? Et donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va me pousser de façon inconsciente à m'identifier à l'autre en disant « je veux être comme lui ».
Par contre, ce qu'on appelle le choix d'objet, donc pour choisir les personnes qui nous intéressent, ça va plus être en relation avec Buenas tardes Virginia. Donc ça va plus être en relation avec je veux avoir l'objet. C'est-à-dire que dans le choix d'objet, moi, je veux avoir l'objet. C'est-à-dire ce sont deux mécanismes qui vont être différents. Donc, et ce qui se passe, c'est que quand il y a donc une identification, je veux être comme lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me transformer. D'accord? Ça veut dire que moi, je vais me transformer, puisque je vais être comme lui, donc je vais prendre une de ses caractéristiques et je vais me transformer. Non? Et donc, quand on parle du travail du deuil, par exemple, puisqu'on va toujours utiliser le deuil pour voir qu'est-ce qu'est le processus normal et qu'est-ce qui va provoquer, on va dire, un grave obstacle dans le développement d'une vie avec une dépression. Par contre, le travail du deuil, quand on doit réaliser donc le travail du deuil face à une perte, il y a donc un travail psychique qui doit se faire. Donc il y en a un qui peut simplement, le deuil on doit le laisser faire, donc c'est quelque chose que le sujet va devoir réaliser, c'est-à-dire d'une certaine façon prendre conscience, ou pas prendre conscience, sinon puisque c'est un travail psychique, mais se rendre compte, sa libido va se rendre compte petit à petit que l'objet avec lequel il avait l'habitude d'être en contact avec l'autre, il n'y a plus d'autre. Donc il y a un travail qui doit être fait pour petit à petit se rendre compte que la libido, elle peut plus aller là parce qu'il n'y a plus personne et qu'elle va devoir s'occuper, mettre ou sur une autre personne ou sur une autre activité. Donc il y a d'un côté le deuil ou la dépression. Alors il y a un élément qui est très intéressant qui va se développer dans les deux cas, c'est-à-dire que dans le cas du deuil et dans le cas de la dépression. Donc, c'est-à-dire dans le processus normal et dans le processus qui va provoquer une pathologie. Donc, on va dire, c'est qu'il y a face à cet objet donc qui est mort et ce qui est mort ou qui a disparu ou qui nous a abandonnés ou qui s'est terminé, il y a un certain remords, non? Fabienne dit le deuil c'est assimiler l'absence. Non, le deuil, c'est un travail psychique. D'accord? C'est pas exactement assimiler l'absence, c'est remplacer. Parce que Freud, ce qu'il va nous dire, c'est, Fabienne, c'est qu'une personne saine, c'est la personne qui a la capacité de substituer un objet pour un autre. C'est-à-dire qui a la capacité de remplacer cet objet qui était perdu par un autre objet. Par un autre objet qui peut être n'importe quoi d'autre. D'accord? Donc ça peut être ou un autre amour, si on a perdu un amour, et donc on va trouver un autre amour, ou ça peut être une autre activité. Disons que cette libido, elle peut pas rester dans le moi. Il faut qu'elle ressorte. Il faut qu'elle reparte. Non? C'est ça le travail. Donc je dois retirer la libido qui était là, qui avait l'habitude d'aller là, et la remettre ailleurs. D'accord? Donc c'est pour ça, comme dit Nadia, le travail du deuil, c'est très intéressant, mais c'est quelque chose où la psychanalyse, on va dire, n'a pas à intervenir dans le travail du deuil. Non, la psychanalyse va intervenir quand le deuil, comment on va dire, il se rallonge, il dure. Alors on va dire, il y a quelque chose qui est pas normal. Donc, mais ce qui est intéressant, donc on va voir face à ces pertes, entre la situation, on va dire entre la situation du deuil et la situation de la dépression, c'est que face à cette personne qui vient de disparaître, ou à cette chose qui a disparu, il y a comme une sorte de qu'on est fâché vis-à-vis de cet objet. On est fâché parce qu'il nous a laissés, parce qu'il nous a abandonnés. D'accord? Et ça va être donc une manifestation qui va se faire dans les deux cas. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était important pour moi et qui tout d'un coup a disparu. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si l'idée inconsciente, c'est comme si l'idée inconsciente disait « Pourquoi je me suis tant donné à cette relation et que maintenant il disparaît? Pourquoi j'ai fait tant de sacrifices, tant d'amour que j'ai donné, tant de petits détails, tant de choses que j'ai transmises à l'autre et en fait ça n'a servi à rien, je n'ai même pas pu lui sauver la vie. J'ai même pas pu l'empêcher de mourir. » Et donc il y a une sorte, on est fâché avec l'autre. On est fâché à cause de ça avec l'autre. Alors quand il s'agit, on va dire,
on va dire qu'on est fâché avec l'autre, donc quand c'est le processus du deuil, hein, cette agressivité que nous avons envers l'autre, non, dans le deuil, cette agressivité que nous avons, c'est envers l'autre. Mais dans la personne plus déprimée, on va dire, ou la personne qui va fabriquer sa dépression, eh ben, l'agressivité, elle est contre le moi. Elle n'est pas contre l'autre. Elle est contre le moi. Donc Estelle, c'est une colère contre soi dans la dépression. Dans le deuil, c'est une colère, on va dire, c'est une colère, quand le sujet est capable de l'exprimer, c'est une colère envers l'autre. Il m'a laissé. Il m'a abandonné alors qu'il ne devait pas mourir, alors que moi j'avais tout fait pour essayer de le sauver. D'accord? Donc il y a un travail qui doit être réalisé. Donc c'est quelque chose qui parfois est conscient, parfois non, que le sujet ne se permet pas, non, parce qu'on ne se permet pas face à la mort de quelqu'un, on ne se permet pas de l'insulter, on ne se permet pas de montrer son agressivité ou sa colère, il vient de mourir, on va pas faire ça, d'accord? Donc il y a notre morale qui nous en empêche, on va dire, non? Donc on va dire, donc Samy, non, rien à voir, le désir sexuel infantile et la dépression. Non, ça n'a rien à voir, a priori. Mais bon, il faut écouter chaque patient, Samy. D'accord? Il faut écouter chaque patient pour voir, non, qu'est-ce qu'il a perdu? Non, parce qu'il faut étudier qu'est-ce qu'il a perdu, le sujet, avec ce qu'il a perdu, avec la personne qu'il a perdu. Non, un surmoi tyrannique ne peut pas provoquer, ce qui provoque, Sonia, ce qui provoque la dépression, c'est la perte, pas le surmoi. Après, dans l'attitude de la dépression, quand le surmoi est tyrannique et très sévère, ben il va y avoir, bien évidemment, des conséquences, on va dire. Non, mais ça, c'est différent. Donc, quand on parlait de cette caractéristique, non, face à la personne qui vient de partir, non, et en plus, face à la personne qui vient de partir aussi, il y a des sentiments ambigus. Ben, il y a des sentiments ambigus avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, mais ça c'est important, et il faut que l'être humain il apprenne à accepter ce qui lui arrive, c'est-à-dire qu'on n'aime pas une personne à 100%, on ne déteste pas une personne à 100%, sinon que nous sommes avec des gens que nous aimons et que nous détestons, que nous aimons un jour et que le lendemain nous aimerions qu'il soit pas là, par exemple. Et donc ça crée ces sentiments ambigus, c'est que face à la perte de quelqu'un, il y a cette même ambiguïté. C'est-à-dire d'un côté, il y a la douleur de l'autre parce qu'il est parti, et de l'autre côté, il a dit, mon désir, qu'un jour j'ai désiré qu'il soit plus là, ben il est plus là. C'est comme si j'avais une réalisation de mon désir. Et donc là aussi, face à ça, il y a une réaction du sujet. C'est-à-dire que inconsciemment ou consciemment, il avait désiré la disparition de cet à un moment donné. Ah, il m'emmerde celui-là, pourquoi il est là, j'aimerais bien, et voilà qu'il meurt. Ah, on a l'impression qu'on a eu un certain pouvoir, comme si nous, on avait participé inconsciemment, il y a des gens qui pensent ça, qu'ils ont participé à la disparition de l'autre. D'accord? Pourquoi? Parce que nous avons des sentiments ambigus. D'où la culpabilité, effectivement, Bénice, d'où la culpabilité. Donc face à cette ambiguïté, nous nous sentons coupables, mais bien sûr c'est une culpabilité complètement délirante, parce que très peu ambiguïté, ambivalence, d'accord, merci Pascal, de l'ambivalence, non, nos sentiments contradictoires, on va dire, amour et haine, exactement René, l'ambivalence de nos sentiments, c'est-à-dire que nous ne sommes jamais que d'un côté, que nous sommes d'un côté, de l'autre, qu'aujourd'hui on l'aime, que demain on l'aime un peu moins, qu'après on sent plus rien, et puis après ça revient, et puis... Donc, c'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des machines, et donc nous avons cette variété de sensations et de sentiments. Donc, on va voir si on peut continuer encore un petit peu. Donc on va pouvoir se demander, donc dans quel cas le sujet face à une perte, la relation avec l'objet est singulière et l'ambiguïté est le conflit du sujet avec ses pensées et ses désirs. Non, l'ambiguïté, l'ambivalence, on va dire, non, comme ça dit Pascal, l'ambivalence, c'est pour tous les êtres humains. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui existe uniquement quand il y a un conflit. L'ambivalence, ça m'évoque Dieu, bah oui, effectivement, Fabienne, non? D'accord, et psychopathologie de la vie quotidienne. Tout ce que vous dites sur le deuil est tellement riche, l'ambivalence des sentiments. Bah oui, il faut accepter.
Parce qu'on a des difficultés à accepter que la personne qu'on croit aimer vraiment, vraiment, ben nos enfants, on les aime, on les aime, on les aime, et puis bon, on les aime, facia, bonsoir, on les aime, mais aussi, ben, on est bien content quand ils sont pas là. D'accord? Et donc être capable de se rendre compte qu'on les aime, mais pas à 100%, et on les aime pas tout le temps, et personne. D'accord? C'est-à-dire que l'être humain, il n'est pas capable, il n'a pas cette capacité. Par contre, il a la capacité de l'ambivalence. D'un côté, de l'autre, les personnes qu'on déteste, celui-là je ne le supporte pas. Et c'est parce qu'il y a un sentiment d'amour qui est réprimé. Et celui-là que j'aime, j'aime, mais je l'aime, mais je l'aime tellement, il y a un sentiment, non, de haine, on va dire, qui a été réprimé. C'est-à-dire que ces sentiments vivent avec nous tout le temps et avec tout le monde. Bon. Donc, quand on va essayer de voir dans quel cas, on va dire, la perte va provoquer d'un côté un deuil, donc le travail normal, donc on va devoir détacher la libido, non? Et la remettre ailleurs, non? Rappelons-nous, une personne saine, c'est la personne qui a la capacité de substituer l'objet. Substituer son énergie pour que sa libido donc revienne sur le moi et reparte sur autre chose. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité de notre appareil psychique. Ce qui se passe, c'est que parfois, notre libido reste, elle stagne, elle se bloque, elle se fixe quelque part et il n'y a plus moyen de la mobiliser. D'accord? Et pourquoi certains sentiments sont-ils réprimés, Vanille? Bah parce que notre morale ne nous permet pas. Ne nous permet pas de penser que la personne que nous détestons, celui-là, je peux pas le sentir, je peux pas le sentir, ben que au fond, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Qu'il y a un certain sentiment, un certain désir, quelque chose qui m'intéresse de cette personne que je tolère pas, parce que comment moi je vais désirer cet homme-là, cette femme-là, non, c'est pas possible. Donc je réprime, non, parce que ça correspond pas à ce que je pense que je dois pouvoir, désirer, non, dans ce sens-là. Donc, quand on parle de la dépression, il doit y avoir des caractéristiques spécifiques pour provoquer la dépression, d'accord? Et donc, il y a quelqu'un qui disait donc au départ que la dépression, c'était quelque chose qui est en relation donc avec le narcissisme. Donc, par exemple, bon, on va essayer de pas trop s'étendre, mais il y a tellement de choses à dire, que quand nous allons choisir un objet, non, quand nous allons dire celui-là, je veux l'avoir, celle-là, je veux l'avoir, donc quand nous allons choisir notre objet, nous allons le choisir par rapport à des caractéristiques particulières. Et ce que Freud a découvert, c'est que ces caractéristiques sont toujours en relation avec le sujet. On ne choisit pas n'importe qui. On choisit quelque chose qui, d'une certaine façon, est en relation avec moi. D'une certaine façon, même si je ne le vois pas dans la conscience, inconsciemment. Donc Freud dit, je vais choisir quelqu'un, non, un choix narcissique. Il va dire qu'il y a deux types de choix. Le choix narcissique ou le choix anaclique. Je ne sais plus exactement comment on dit en français. Ou je ne sais pas du tout. Anaclitique. C'est-à-dire où je choisis des objets qui sont en relation avec mon père, avec ma mère, donc avec des traits spécifiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir dans ma vie le rôle d'une maman ou d'un papa. Ou alors, je vais choisir en relation narcissique. Narcissique, c'est-à-dire qu'il va être en relation avec moi-même. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui me ressemble beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui représente ce que j'ambitionne, ce que j'aimerais être, ou quelqu'un qui représente ce que j'ai été. Donc vous voyez, c'est trois temps, ou le présent, ou le futur, ou le passé, mais toujours quelqu'un qui est en relation, donc avec moi. Et quand on dit qu'avec un trait, encore la même chose, d'accord? Il ne s'agit pas du pack complet, on n'achète pas la personne au complet, sinon qu'on va acheter, on va choisir selon un trait particulier, non, de l'autre. Donc, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un choix narcissique qui est fait, et bon, il y a un choix narcissique qui va être fait, c'est-à-dire que il existe donc quand je vais perdre cette personne avec qui j'ai ce type de lien, donc analytique. Analytique, René, vous êtes sûr? Ah bon. Bon, alors, on va dire quand j'ai ce type de lien avec l'autre, non, narcissique, donc on va dire qu'il y a une forte fixation à cette personne ou à cet objet, non, à cet objet, c'est-à-dire cette représentation dans mon appareil psychique. L'appareil psychique, il n'est pas là, hein. L'appareil anaclitique, exactement, anaclitique, René, anaclitique, merci. Pourquoi que même
si on trouve un objet substitutif, les symptômes de la dépression demeurent présents parce que ça n'a pas été bien substitué. Non, c'est parce que c'est pas substitué. Et en plus, on va voir de quels symptômes on parle. Anaclétique, ok, merci. Alors, on disait que le problème, c'est que quand l'objet qu'on a perdu, c'était un objet, non, donc qui était en relation avec nous, c'est-à-dire une relation très narcissique. Et donc, on va voir que dans cette relation donc très narcissique, c'est-à-dire que on s'aime à travers l'autre. C'est ça, une relation narcissique. Je vais m'aimer en utilisant l'autre. D'accord? Et donc, ça, c'est une relation narcissique. Et on va dire qu'au niveau de la libido, donc il y a une forte fixation à l'objet, et en même temps, et quelque chose qui va sembler contradictoire, c'est qu'il y a une faible résistance au retrait de la libido, mise dans l'objet. D'accord? C'est-à-dire que l'objet de mon choix, il va être, libidinisé, cet objet. Et donc, s'il disparaît, donc, je dois retirer la libido. Et en fait, ce qui paraît très contradictoire, c'est-à-dire que quand je fais un choix narcissique d'objet, je vais mettre ma libido dans l'autre, non, dans cet autre, pour m'aimer, et pourtant cette libido, si l'autre disparaît, je vais avoir une certaine facilité à récupérer cette libido. D'accord? Donc ça, c'est une caractéristique de la dépression, qui paraît contradictoire, on va voir, c'est-à-dire qui paraît contradictoire, mais que comme c'est une énergie narcissique, c'est une libido narcissique que j'ai mis, c'est qu'elle peut revenir facilement sur le moi, puisque c'est pratiquement la même que celle que j'avais. Donc il n'y a pas eu de modification. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous allons faire aussi dans notre vie quotidienne, sans avoir directement la perte de l'objet, c'est-à-dire que face à une contrariété, avec ce choix d'objet, boum, la libido elle revient sur le moi. D'accord? C'est-à-dire que je reviens au narcissisme direct. Parce que je suis narcissique, mais si je suis capable d'aimer l'autre, d'aimer l'autre, je mets mon énergie à l'extérieur. Et ça déjà, c'est quelque chose donc qui est plus sain de mettre son énergie à l'extérieur que de garder l'énergie dans le moi. On avait vu que l'énergie dans le moi, elle est désastreuse. Elle produit des dommages pour le sujet, des dommages assez conséquents. Donc, le déprimé, ce qui lui est arrivé, en fait, c'est qu'il s'aimait lui-même dans l'autre. Donc, il a choisi l'objet pour une caractéristique de sa propre personne, non? Donc, et donc, ce qui va se passer, c'est que quand ce choix d'objet donc est narcissique, je vais récupérer ma libido. Mais en fait, ça ne va pas être suffisant. Parce que quand il y a un choix narcissique d'objet, et quand cet objet, je ne veux pas le perdre, je renonce à le perdre. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour renoncer à le perdre? Je vais m'identifier avec cet objet. Et ça, c'est une caractéristique, donc on va voir, qui est particulière donc de la mélancolie, de la dépression, c'est-à-dire que je vais introjecter l'objet en moi. C'est-à-dire que ce n'est pas que je récupère la libido et je la mets dans mon moi et que j'ai du narcissisme et que j'augmente mon narcissisme. Non. Je vais m'identifier à l'autre. Non, je vais réutiliser ce mécanisme d'identification et donc je vais me transformer. Puisqu'on avait vu que le mécanisme d'identification va transformer le sujet. Donc je vais me transformer et donc je vais incorporer quelque chose qui ne m'appartient pas, je vais avoir un autre en moi. Non, quand on parlait du suicide, par exemple, non, c'est cet autre qui s'est installé en moi à cause de la perte parce que je ne supporte pas de l'avoir perdu. D'accord? Donc je l'introduis, donc je vais l'introduire en moi et on dit que en fait ça va être une ombre que je vais avoir sur mon moi. Non, Freud il dit donc dans Deuil et mélancolie que en fait l'identification ça va être une ombre sur le moi. Donc évidemment le moi il est dans un état lamentable. C'est pour ça qu'on va écouter de la part du dépressif ou du déprimé, on va écouter des auto-reproches, des critiques sur le sujet lui-même qui ne correspondent pas incorporées, d'accord? Freud disait d'ailleurs, l'ombre de l'objet tombe alors sur le moi. Exactement. L'ombre de l'objet est tombée sur le moi. Non?
C'est la manière donc de l'incorporation de l'autre en soi que l'on retrouve dans la mélancolie. Donc c'est ce type d'identification, non? Et donc obligatoirement, donc quand le sujet va parler, il parle pas exactement de lui. D'ailleurs, quand on écoute, non, dans la dépression, quand on écoute le sujet, il se critique, on dit mais ça correspond, mais c'est pas vrai, t'es pas comme ça, mais c'est pas vrai, c'est pas toi. Et on s'en rend compte certaines fois qu'il parle, il critique, non, il se critique lui-même avec des choses qui lui correspondent pas. Non, donc c'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il va critiquer l'autre. Non. Donc, voyez, on n'est pas tout seul, on vit jamais tout seul. Et donc là, dans la dépression, ben l'autre, il est donc annulé, non, ce moi est annulé par cette ombre, on va dire, il est annulé par cette ombre. Avec qui? Parce que le problème, c'est que avec cet objet, donc il a incorporé dans le moi, il a une relation ambivalente. Parce qu'il l'a incorporé en disant, comme ça je le perds pas, ça y est, je l'ai tout pour moi, je le garde. Et en même temps, il se dispute. Et en même temps, il le supporte pas. Non? Puisque l'autodépréciation, dit Nadia. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a ces critiques constantes du sujet sur lui-même, où il est nul, non? Il sait pas faire ci, il sait pas faire ça. Donc, on va dire que dans la dépression, il y a des combats infinis avec l'objet. Des combats entre l'amour et la haine, qui luttent constamment, non? Qui vont lutter constamment. Et donc, l'amour pour essayer de délier la libido de l'objet, et le deuxième pour éviter qu'elle se délie. Donc, on va voir que, en fait, je suis intéressée par le phénomène du suicide. Donc, mais pourquoi cela se produit, cette ombre sur le moi? Pourquoi ce choix? Pour ne pas perdre, parce que quand on incorpore, non, on incorpore un objet qui est parti. On va s'identifier à un mort ou à quelqu'un qui a disparu. Non? Donc c'est pour ça que c'est un objet, non, qui est que ce n'est pas, on va dire que ce n'est pas une identification comme on va s'identifier à un personnage qui nous intéresse ou à quelqu'un qu'on a envie de, non, d'être comme lui, où on va s'identifier, on va se transformer, on va prendre une caractéristique, tandis que là, on va, non, cette ombre, c'est pour toute l'ambiguïté aussi, enfin l'ambiguïté, l'ambivalence qui existe donc de cette relation, puisque rappelons-nous, je suis fâchée, il est parti, non? Donc, quand il l'incorpore, il va perdre, non? De la même façon que les identifications vont construire le moi, ici, en fait, il va perdre une place. Son moi, il va perdre un morceau de son moi, le sujet. Non? C'est pour ça qu'on dit que c'est très douloureux. Et en plus, parce qu'après, il va se disputer, non? Donc, il y a une sorte de déchirure dans le moi, une blessure narcissique. Et le sujet se présente en faux self. Qu'est-ce que ça veut dire, René? Pardon. Donc, ou une blessure dans le moi. Donc on voit qu'en fait, Gabriella, bonsoir à vous. Donc on voit qu'en fait, le grand drame de la dépression, c'est l'incapacité de remplacer l'objet qui montre, non, d'être bloqué sur cet objet. Donc Eric parle de l'alcool et des drogues comme objet de remplacement. L'addiction en réponse à un pansement. Mais ça, c'est pas la même chose, non? Je sais pas, l'alcool, les drogues, il s'agit d'autre chose, non? C'est un concept de Winnicott, le faux self. Ah, donc ce n'est pas un concept psychanalytique. Donc, dans la dépression, l'incapacité, non, c'est que la libido doit ressortir, du sujet, non, et qu'elle a une grande, Yvan, bonsoir, elle a une grande fixation, en fait. Elle est très rigide, la libido, non? Non? Donc, et donc elle a des difficultés pour sortir. Donc la perte de l'idéal qu'on veut atteindre, non, Yugurta, non, non. Non, 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 non. Ce qui peut provoquer le suicide, c'est que, en fait, on ne supporte plus cet autre qui vit en moi. Et qu'en fait, je vais me tuer, pas pour me tuer, puisque l'être humain est incapable de se tuer, sinon qu'il va vouloir tuer cet autre qui l'a abandonné et qui s'est installé en lui. Non? Donc, dans ce sens-là, non, c'est la problématique. La problématique, c'est non, pour le suicide, on va dire, non, la problématique pour le suicide. Mais la véritable difficulté, c'est une grande,
impossibilité pour le sujet de mobiliser la libido. Et que la mobilité de cette libido, non, c'est quelque chose qui va se faire grâce à la psychanalyse. Non, je répète, puisque c'est la psychanalyse, donc il y a bien Claude, bonsoir. Donc la psychanalyse, c'est celle qui a découvert Freud, il a découvert exactement, on en parlait quand on a vu pour le suicide. Donc c'est lui qui a découvert, non, ce fonctionnement de notre appareil psychique, et que notre appareil psychique, c'est celui qui va produire notre conscience. D'accord? Donc on va voir les résultats dans la conscience. Mais on va voir les résultats dans la conscience parce que quand Freud il étudie toujours à partir des patients, pas à partir des gens qu'il rencontre dans la rue. D'accord? Ni il s'occupe pas de ses amis. Sinon qu'il va s'occuper principalement, non, d'écouter ses patients, et c'est en écoutant les patients qu'il va pouvoir étudier le phénomène de la dépression. Nadia dit, pouvons-nous considérer le suicide comme le degré zéro de la pulsion? Non, c'est la pulsion de mort qui a gagné, non? Donc, le sujet narcissique, Clémence, merci, à bientôt, au revoir, Anne, merci, Jugurta, je vous en prie. Donc, la possibilité, c'est la mobilité de la libido, d'accord, pour éviter de tomber dans la dépression, parce qu'une fois qu'on tombe dans la dépression, on a cette ombre sur le moi, et donc là, il faut, non, faire un travail supplémentaire, on va dire, non, un travail supplémentaire. Donc, comment peut-on surmonter la dépression, Samy? Donc, je viens de le dire, non, grâce la possibilité de la psychanalyse. Très intéressant, merci, et bien vulgarisé avec des exemples. Muriel. Donc, ça s'appelle psychanalyse pour tous, pas de la vulgarité. Pulsion de mort ou pulsion agressive, c'est la même chose, d'accord? C'est la même chose, la pulsion de mort et la pulsion agressive, c'est la même chose. Le suicide est une pulsion de vie, contrairement à la dépression, qui est une pulsion de mort, non? Ah oui, vous croyez que le suicide est une pulsion de vie? Donc, on dit qu'un deuil n'est pas une maladie, et qu'il va se faire quasi seul, presque seul, non? Mais il me semble que c'est mieux pour réorienter sa libido, c'est de faire une analyse. Exactement, parce que nous avons tous tendance, quand je parlais de l'idéal, non, de cet idéal, de cette possibilité que nous avons tous, donc non, que nous vivons dans une société où ils ont tué tous les idéaux. Je veux dire que quand je parle d'idéal, c'est-à-dire les révolutions, les idées de révolution qui a pu exister pendant un temps, non, dans cette société. Je veux dire, même après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait encore, non, un idéal de cette société de confort où on pensait que dans cette société de confort, enfin, nous allions trouver le bonheur, non? Ensuite, il y a eu, non, le catholicisme. Ensuite, il y a eu, enfin, avant, il y a eu le catholicisme, le marxisme aussi qui proposait, non, une nouvelle distribution des richesses. Et puis que tout ça, bon, tout ce qui a été mis en place, en fait, ou on n'a pas su le mettre en place. Attention, non, parce que l'homme n'était pas transformé. Parce que le problème, c'est pas la structure, c'est pas la possibilité. Je veux dire, le catholicisme, non, a priori, c'est pas quelque chose qui est néfaste pour l'homme, c'est quelque chose qui est tout à fait correct. Le marxisme, quand on l'étudie bien, on voit aussi que c'est une manière de penser la société qui peut être tout à fait valable. Mais le problème, c'est que l'être humain, il ne se transforme pas. Et c'est à partir de cette transformation de l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain, il doit apprendre à pouvoir aimer, à pouvoir accepter ses ambivalences, ses contradictions, non, à avoir une grande mobilité, donc avec sa libido pour pouvoir, non, substituer un travail par un autre, substituer un projet pour un autre, quand il y a quelque chose qui se transforme dans sa vie, non, ne pas rester comme ça plusieurs jours, ou quand il y a quelque chose qui se termine, ne pas rester en disant bon alors maintenant j'attends, non, non, sinon comme ma libido, elle doit repartir tout de suite, non. Et comment accompagner efficacement l'analysant vers la mobilité de sa libido? Esther, c'est avec l'écoute et l'interprétation, non, la méthode analytique, l'écoute et l'interprétation. Donc il faut pouvoir, et en plus, bon, il faut attendre parce que chacun a avoir les capacités de substituer la chose perdue. Mais la chose perdue, c'est la journée d'hier, la journée d'aujourd'hui, non? C'est pour cela que la société est plus violente. Non, par la parole, donc avoir la possibilité de la parole, mais aussi par l'interprétation, que la parole, c'est pas simplement la parole. Parce que c'est-à-dire qu'il faut être dans un cadre, non, particulier, avec une parole qui va être écoutée d'une façon particulière, parce que sinon je parle avec mon ami. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'une part, non. Après une analyse, les cicatrices restent dans l'appareil psychique. Non, non, il n'y a pas de cicatrices. D'accord, les cicatrices, c'est sur la peau.
mais dans l'appareil psychique, il n'y a pas de cicatrice. C'est quoi l'objet perdu? L'objet perdu, ben, c'est la personne que nous avons perdue, non? Qui représentait quelque chose pour nous et qu'on ne savait pas exactement ce qu'il représentait. Bon, voilà, nous allons terminer là pour ce soir, d'accord? Donc, la prochaine fois, nous continuons sur un nouveau sujet. Nous verrons bien, nous verrons bien. Donc, parce qu'après, ce qu'il faudrait qu'on voit, ben, c'est tout ce que la dépression, parce que le problème de la dépression, c'est qu'elle va toucher notre système immunitaire. Et que notre système immunitaire, il va se déprimer. Et quand notre système immunitaire est déprimé, on a beau lui donner toutes les vitamines qu'on veut, non, que c'est, s'il est déprimé, il est déprimé. Et donc, il va quoi? Ben, il va donc laisser passer, bien évidemment, toutes sortes de troubles somatiques. Donc, que disait Delphine? Delphine disait, après une analyse, tu te transformes, il y a transformation. Donc, on va dire, bon, pardon. Donc, bien à vous. Merci de m'accompagner une fois de plus dans cet espace de psychanalyse pour tous. Donc, un grand merci à vous. Vous pouvez, merci, partager sur vos réseaux sociaux cette vidéo. Est-ce qu'on peut étudier le contraire de la dépression, la phase maniaque? Oui, mais bon, c'est l'autre monnaie, non? L'autre monnaie. Et merci René. Et bien dense et bien riche. Merci à vous. Au revoir Valérie, Daniel. Vous avez beaucoup appris. Bravo. Annie, bonne continuation. Aurélie, Samy. D'accord, très bien. Liliane, bonne continuation. Muriel, merci à vous. Donc, on continue la semaine prochaine. Partagez, aimez la page pour lui donner un petit peu plus d'espace. Au plus nous serons nombreux, au mieux ce sera. Merci, merci à vous, Johanna. Jugurta a accepté sa personne, même si elle est... Je le remercie beaucoup pour cette transmission. Olivier, merci, bonne soirée. Et qui est-ce qui dit? Gracias Clé, merci beaucoup pour votre intervention. Merci, très intéressant. Je vois pas. Merci Corinne. Armand, à vous merci. À mardi prochain. Claudette, merci, bonsoir. C'était top, dit Delphine. Michel... bonsoir, à bientôt. Soumeya, merci à vous. Sabrina, merci Clémence, vous êtes belle et grande. Merci Sandra. Dami, infiniment merci, c'est instructif. Ben alors voilà, nous pouvons continuer à apprendre et n'oublions pas que apprendre, c'est se transformer. D'accord, très bien. Au revoir Claude, Véronique, Véro. Donc, passionnant. Kat, merci pour ces claires explications. Annie, bonsoir. Alors, à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir, Loïs. Frida, allez, bonsoir. Bon, on se quitte. On a encore 166 là à la fin de la vidéo. On n'a pas envie de se séparer. Mais on revient la prochaine fois. Allez, bonne continuation à tous. Au revoir. Allez, à très vite. Au revoir.